Imaginez un prince que son père exile loin de Paris, un cadeau empoisonné, un duché provincial, des vignes, quelques châteaux, rien qui puisse menacer le trône. Mais ce prince ne voit pas un exil, il voit une opportunité. En 40 ans, cet homme va construire quelque chose d'impensable, un empire plus riche que le royaume de France lui-même. Pas par la guerre, pas par la trahison, mais par une stratégie si brillante qu'elle va faire trembler les rois. Les ducs de Bourgogne ont contrôlé les villes les plus prospères d'Europe, ils ont gouverné la France dans l'ombre, ils ont bâti une cour plus somptueuse que Versailles, un siècle avant Louis XIV. Leur fortune dépassait celle du roi, leur pouvoir aussi. Pendant 100 ans, ils ont été les hommes les plus puissants du continent, et pourtant, aujourd'hui, presque personne ne se souvient d'eux, parce que leur rêve était impossible, parce que leur ambition était trop grande, et parce que leur chute a été aussi brutale que leur ascension a été fulgurante. Comment des princes sans couronne ont-ils pu défier l'ordre du monde? Et pourquoi leur empire s'est-il effondré en quelques années seulement? Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Et si vous voulez découvrir les vérités cachées de l'histoire de France, abonnez-vous maintenant parce que chaque semaine, je vous révèle les secrets que les livres d'école ont oubliés. L'histoire commence maintenant. 6 septembre 1363. Dans la grande salle du palais ducal de Dijon, un homme contemple par la fenêtre les toits de sa nouvelle capitale. Il a 31 ans. Il porte un pourpoint de velours noir bordé d'hermine. Son visage est grave, concentré. C'est Philippe de Valois, fils du roi de France Jean II le Bon. L'histoire le connaîtra sous le nom de Philippe le Hardi. Il vient de recevoir le duché de Bourgogne, un cadeau de son père, une récompense pour un acte de bravoure qui a marqué toute une génération. 17 ans plus tôt, à la bataille de Poitiers, alors qu'il n'avait que 14 ans, Philippe s'est jeté devant les archers anglais pour protéger son père. Les chroniqueurs ont rapporté ses cris « Père, gardez-vous à droite. Père, gardez-vous à gauche. » Un adolescent face aux flèches anglaises. Un geste héroïque qui lui a valu son surnom, le Hardi. Aujourd'hui, cet héros reçoit sa récompense. La Bourgogne, un duché respecté certes, mais quand Philippe regarde par cette fenêtre, il ne voit pas un royaume, il voit des vignes, des monastères, des petites villes fortifiées. Comparées aux splendeurs de Paris, aux intrigues de la cour royale, aux grands événements qui façonnent le royaume, la Bourgogne semble provinciale, presque ennuyeuse. Les livres d'histoire nous racontent cette scène comme un moment de gloire. Un père généreux qui récompense son fils courageux. Mais voici ce qu'ils ne disent pas, ce cadeau n'était pas un honneur, c'était un exil. Le roi Jean II le Bon connaissait son fils. Il voyait son intelligence, son ambition, sa capacité à manipuler les hommes, à tisser des alliances, à calculer 3 coups d'avance. Philippe était brillant, trop dangereux pour rester à la cour. En lui donnant la Bourgogne, le roi l'éloignait du centre du pouvoir. Il l'écartait du trône, tout en gardant les apparences de la générosité paternelle. Philippe a compris, immédiatement. Dans les semaines qui ont suivi son installation à Dijon, il a écrit à plusieurs de ses proches. Ces lettres ont été conservées aux archives nationales. Et dans l'une d'elles, on trouve cette phrase glaciale « On croit m'avoir éloigné du trône. On m'a offert un royaume. » Un royaume. Le mot est audacieux, presque insolent, parce que la Bourgogne n'est pas un royaume, c'est un duché, une principauté vassale. Philippe doit allégeance au roi de France, il n'est qu'un prince parmi d'autres. Mais quand Philippe regarde la carte de l'Europe, il voit quelque chose que personne d'autre ne voit encore. Il voit que la Bourgogne est située exactement au centre de tout. Au nord, il y a les Flandres, les villes les plus riches du continent. Bruges, Gand, Ypres, des cités où affluent les marchands du monde entier, où se tissent les draps les plus fins d'Europe, où l'argent coule à flot. À l'est, le Saint-Empire romain germanique. Au sud, les routes commerciales vers l'Italie. À l'ouest,
la France. La Bourgogne n'est peut-être qu'un duché provincial, mais elle est au carrefour de l'Europe. Et Philippe a un plan. Si vous voulez comprendre l'histoire des ducs de Bourgogne, vous devez comprendre une chose essentielle. Au XIVe siècle, le pouvoir ne vient pas seulement des armées, il vient de l'argent, et l'argent vient du commerce. Les Flandres produisent plus de richesses que n'importe quelle autre région d'Europe. Leurs ateliers de tissage emploient des dizaines de milliers d'artisans. Leurs marchands contrôlent les routes commerciales vers l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Celui qui contrôle les Flandres contrôle l'économie européenne. Philippe a 31 ans. Il vient de recevoir la Bourgogne. Et déjà, il regarde vers le nord. Il calcule, il planifie, il attend le bon moment. Ce moment arrive 6 ans plus tard, 1369. Philippe a 37 ans. Il négocie en secret le mariage le plus audacieux de son époque. Il va épouser Marguerite de Flandre, la fille du comte de Flandre Louis de Malle. Quand le comte mourra, Marguerite héritera du comté. Et Philippe, en tant que mari, contrôlera tout. Ce mariage n'est pas une histoire d'amour. C'est une annexion déguisée en union romantique. Le comte de Flandre le sait. Il hésite. Il a peur que sa fille devienne un simple instrument politique. Mais Philippe est un négociateur redoutable. Il offre des garanties. Il promet de respecter les privilèges flamands. Il fait miroiter les avantages d'une alliance avec la Maison de France. Et surtout, il offre quelque chose que personne d'autre ne peut offrir, la protection militaire de la Bourgogne contre les révoltes des villes flamandes, qui sont de plus en plus fréquentes. Le comte accepte. Le mariage est célébré à Gand, en juin 1369. La cérémonie est d'une magnificence extraordinaire. Philippe fait venir des musiciens de toute l'Europe. Il commande des tapisseries représentant des scènes bibliques. Il distribue de l'or aux pauvres dans les rues. Il organise des banquets somptueux où sont servis des plats recouverts de feuilles d'or. Le message est clair. La Bourgogne n'est plus une province oubliée. Elle entre sur la scène européenne. Elle rivalise avec les plus grandes cours. Les chroniqueurs flamands de l'époque ne sont pas dupes. L'un d'eux écrit avec une lucidité glaçante. Le duc de Bourgogne n'épouse pas une femme. Il épouse nos villes, nos ports, notre or. Il a raison. Quand le comte de Flandre meurt en 1384, Philippe hérite de tout. Du jour au lendemain, il contrôle non seulement la Bourgogne, mais aussi les Flandres, les villes de Bruges, Gand, Ypres, les ports de la mer du Nord, les ateliers de tissage, les routes commerciales. Et voici le chiffre qui va choquer le royaume de France. En 1380, après seulement 11 ans de règne stratégique, Philippe le Hardi contrôle un territoire dont les revenus annuels dépassent ceux du roi de France lui-même. Lisez bien cette phrase. Laissez-la pénétrer. Un duc, un vassal, un prince, qui doit théoriquement allégeance au roi, est plus riche que son propre souverain. Les Flandres produisent à elles seules plus de richesses que l'ensemble du domaine royal français. Les impôts sur le commerce, les taxes portuaires, les revenus des manufactures de tissage, tout cela afflue dans les coffres de Philippe. Il n'a même pas besoin de lever l'impôt sur ces sujets bourguignons. Les Flamands pépant paient pour tout. Philippe le Hardi, le prince exilé, est devenu l'homme le plus riche du royaume. Mais l'argent, aussi colossal soit-il, ne suffit pas. Philippe veut le pouvoir politique. Il veut contrôler les décisions du royaume. Il veut que chaque ambassadeur, chaque seigneur, chaque évêque sache que rien ne se fait en France sans son accord. Et pour cela, il doit contrôler le roi lui-même. L'occasion se présente en 1380. Le roi Charles V, surnommé le Sage, meurt à l'âge de 43 ans. Il laisse le trône à son fils, Charles VI, un garçon de 12 ans, un enfant. Officiellement, 4 oncles régents sont nommés pour gouverner le royaume jusqu'à la majorité du jeune roi, les ducs de Bourgogne, de Berry, d'Anjou et de Bourbon. 4 hommes qui doivent partager le pouvoir, collaborer, gouverner ensemble. Mais très vite,
un seul homme prend le dessus, Philippe le Hardi. Il a l'argent, il a les alliances, il a l'expérience politique et surtout, il a une patience redoutable. Pendant que ses frères dépensent l'argent du royaume en fêtes somptueuses et en guerres lointaines, Philippe investit, méthodiquement, silencieusement. Il place ses hommes aux postes clés de l'administration royale. Le chancelier, le trésorier, les conseillers du roi, tous lui doivent à leur position. Il offre des pensions aux seigneurs influents. Il prête de l'argent au trésor royal, créant ainsi une dette qui lie la couronne de France à la Bourgogne. Chaque décision importante passe par lui. Chaque ambassade étrangère vient d'abord le consulter. Les chroniqueurs de l'époque, comme le moine de Saint-Denis, observent ce glissement de pouvoir avec une inquiétude croissante. Dans sa chronique, il écrit « Le duc de Bourgogne gouverne le royaume sans en porter le nom. Le roi règne, mais c'est le duc qui décide. Philippe n'a pas renversé le roi. Il n'a pas fomenté de coup d'État. Il n'a pas levé d'armée. Il a simplement tissé, patiemment, une toile invisible qui fait de lui l'homme le plus puissant de France. Et personne ne peut rien y faire, parce qu'il n'a rien fait d'illégal. Il est le régent légitime. Il conseille le roi. Il gère les affaires du royaume. Tout est parfaitement légal. Mais dans les faits, Philippe de Bourgogne contrôle la France. 1392, le jeune roi Charles VI a maintenant 24 ans. Il devrait gouverner seul. Il devrait prendre les décisions. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose de terrible. Le roi sombre dans la folie. Les premières crises apparaissent sans prévenir. Charles ne reconnaît plus sa femme. Il croit que son corps est fait de verre et refuse qu'on le touche de peur de se briser. Il court nu dans les couloirs du palais en hurlant qu'on veut le tuer. Lors d'une expédition militaire en forêt du Mans, il se jette soudainement sur ses propres chevaliers et en tue 4 avant qu'on parvienne à le maîtriser. Les médecins sont impuissants. Les prêtres prient, mais rien n'y fait. Le roi de France est fou, et cette folie ne passera pas. Elle reviendra, par crise, jusqu'à sa mort. Pour Philippe le Hardi, c'est une tragédie humaine. Il a vu grandir ce garçon, il l'a conseillé, peut-être même l'a-t-il aimé. Mais c'est aussi, il faut le dire, une opportunité politique sans précédent. Si le roi ne peut plus gouverner, quelqu'un doit le faire à sa place. Et qui est mieux placé que Philippe? Qui connaît mieux l'administration du royaume? Qui a déjà prouvé sa capacité à gérer les affaires de l'État? Philippe prend le contrôle total du gouvernement. Il ne se cache même plus. Les décisions royales portent son sceau. Les ambassadeurs étrangers viennent d'abord à Dijon avant de se rendre à Paris. Quand un seigneur veut obtenir une faveur, c'est au duc de Bourgogne qu'il s'adresse, pas au roi. La Bourgogne n'est plus une principauté vassale. Elle est devenue, dans les faits, le véritable pouvoir en France. Philippe ne porte pas la couronne, mais il règne. Et pendant 24 ans, de 1380 à 1404, il va maintenir ce contrôle. 24 ans où la France est gouvernée depuis Dijon, pas depuis Paris. 24 ans où un duc est plus puissant que le roi qu'il est censé servir. Mais Philippe vieillit. En 1404, il a 62 ans. Il a passé 41 ans à bâtir son empire. Et maintenant, il doit le transmettre. Son fils Jean lui succède. Mais Jean n'est pas Philippe. Là où le père était un stratège patient, qui calculait chaque mouvement, qui attendait le bon moment, le fils est impulsif, violent, impitoyable. Son surnom, Jean sans peur, n'est pas un compliment. C'est un avertissement. Jean hérite d'un empire immense. La Bourgogne, les Flandres, des territoires aux Pays-Bas, un trésor qui fait trembler les rois. Mais il hérite aussi d'un problème mortel. Louis d'Orléans. Louis est le frère du roi fou Charles VI. Il est jeune, charismatique, ambitieux, et il veut reprendre le contrôle du royaume. Il considère que le pouvoir des Bourguignons a assez duré, que la France doit être gouvernée par la famille royale, pas par un duc étranger. La rivalité entre les deux hommes devient une obsession. Ils se haïssent, publiquement. Ils s'insultent.
lors des conseils royaux. Ils mobilisent leurs partisans. Ils lèvent des armées. Paris se divise entre Armagnac, les partisans d'Orléans, et Bourguignon, les partisans de Jean. La France glisse vers la guerre civile. Et puis, une nuit d'hiver, tout bascule. 23 novembre 1407, Paris, rue Vieille du Temple, il fait nuit noire. Louis d'Orléans sort de chez la reine Isabeau de Bavière. On murmure qu'il est son amant. Il est accompagné de 6 serviteurs. Il monte à cheval. Il est détendu, confiant. Soudain, des hommes masqués surgissent de l'ombre. Ils sont une quinzaine, armés de haches et d'épées. Ils se jettent sur le duc. L'un d'eux lui fracasse le crâne d'un coup de hache. Les autres le poignardent. 18 coups de couteau. Le corps s'effondre dans la boue. Les assaillants disparaissent dans la nuit. Le lendemain, Paris se réveille sous le choc. Louis d'Orléans, frère du roi, prince du sang, a été assassiné en pleine rue. C'est un scandale absolu, un crime impardonnable. L'enquête commence immédiatement. Qui a fait ça? Qui a osé tuer un prince royal? Et puis, quelques jours plus tard, Jean sans peur convoque une assemblée publique devant les grands du royaume, devant les bourgeois de Paris, devant tout le monde. Il fait une déclaration qui glace le sang. C'est moi qui ai fait tuer le duc d'Orléans. Le silence est total. Personne ne s'attendait à ça. Un aveu, public, direct, sans détour. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il explique, il justifie. Louis d'Orléans était un tyran. Il volait l'argent du royaume. Il couchait avec la reine. Il complotait contre le roi. Il fallait l'éliminer pour sauver la France. Pour défendre son acte, Jean fait appel à un théologien réputé, Jean Petit. Devant une foule immense, ce théologien prononce un discours de plusieurs heures où il soutient qu'il est légitime, même vertueux, de tuer un tyran pour protéger le royaume. C'est ce qu'on appellera plus tard la justification du tyrannicide. Paris est divisé. Une partie de la population applaudit. Enfin, quelqu'un a eu le courage de faire ce qu'il fallait. L'autre moitié est horrifiée. On ne peut pas assassiner un prince et s'en vanter ensuite. Mais le mal est fait. La famille d'Orléans, les Armagnac, jurent de venger Louis. La guerre civile éclate et elle va déchirer la France pendant des années. Jean sans peur tente de maintenir son pouvoir. Il contrôle Paris. Il a le soutien de la population qui détestait Louis d'Orléans. Mais il a aussi créé des ennemis mortels, des ennemis qui n'oublieront jamais, des ennemis qui attendent leur moment. Ce moment arrive 10 ans plus tard, 10 septembre 1419. Montereau. Jean sans peur a accepté de rencontrer le dauphin Charles, le fils du roi fou, pour négocier la paix. Les deux camps sont censés déposer les armes, se réconcilier, unir leurs forces contre les Anglais qui envahissent le royaume. Jean arrive sur le pont de Montereau avec quelques hommes. Le dauphin l'attend de l'autre côté. Ils s'avancent l'un vers l'autre. Ils se saluent. Et soudain, les hommes du dauphin se jettent sur Jean. Ils le frappent, ils le poignardent. Ils lui fendent le crâne d'un coup de hache. Jean sans peur meurt comme il a vécu. Dans la violence, dans le sang, dans la trahison. Son fils Philippe a 23 ans. Il est à Gand quand on lui apporte la nouvelle. Son père a été assassiné, tué lors d'une rencontre de paix, sous les yeux du dauphin de France. Philippe ne dit rien. Il reste immobile, le visage fermé, puis il prononce une phrase qui va sceller le destin de la France. « Je vengerai mon père, et je ne pardonnerai jamais. On l'appellera Philippe le Bon, mais ce surnom est trompeur. Ce n'est pas un homme bon, c'est un homme brillant, cultivé, calculateur. Et il vient de décider que le dauphin Charles ne sera jamais roi de France. » 1392. Le jeune roi Charles VI a maintenant 24 ans. Il devrait gouverner seul. Il devrait prendre les décisions. Mais quelque chose ne va pas. Quelque chose de terrible. Le roi sombre dans la folie. Les premières crises apparaissent sans prévenir. Charles ne reconnaît plus sa femme. Il croit que son corps est fait de verre et refuse qu'on le touche, de peur de se briser. Il court nu dans les couloirs du palais en hurlant qu'on veut le tuer.
Lors d'une expédition militaire en forêt du Mans, il se jette soudainement sur ses propres chevaliers et en tue 4 avant qu'on parvienne à le maîtriser. Les médecins sont impuissants, les prêtres prient, mais rien n'y fait. Le roi de France est fou, et cette folie ne passera pas. Elle reviendra par crise jusqu'à sa mort. Pour Philippe le Hardi, c'est une tragédie humaine. Il a vu grandir ce garçon, il l'a conseillé. Peut-être même l'a-t-il aimé. Mais c'est aussi, il faut le dire, une opportunité politique sans précédent. Si le roi ne peut plus gouverner, quelqu'un doit le faire à sa place. Et qui est mieux placé que Philippe? Qui connaît mieux l'administration du royaume? Qui a déjà prouvé sa capacité à gérer les affaires de l'État? Philippe prend le contrôle total du gouvernement. Il ne se cache même plus. Les décisions royales portent son sceau. Les ambassadeurs étrangers viennent d'abord à Dijon avant de se rendre à Paris. Quand un seigneur veut obtenir une faveur, c'est au duc de Bourgogne qu'il s'adresse, pas au roi. La Bourgogne n'est plus une principauté vassale. Elle est devenue, dans les faits, le véritable pouvoir en France. Philippe ne porte pas la couronne, mais il règne, et pendant 24 ans, de 1380 à 1404, il va maintenir ce contrôle. 24 ans où la France est gouvernée depuis Dijon, pas depuis Paris. 24 ans où un duc est plus puissant que le roi qu'il est, censé servir. Mais Philippe vieillit. En 1404, il a 62 ans. Il a passé 41 ans à bâtir son empire, et maintenant il doit le transmettre. Son fils Jean lui succède. Mais Jean n'est pas Philippe. Là où le père était un stratège patient qui calculait chaque mouvement, qui attendait le bon moment, le fils est impulsif, violent, impitoyable. Son surnom, Jean sans peur, n'est pas un compliment, c'est un avertissement. Jean hérite d'un empire immense, la Bourgogne, les Flandres, des territoires aux Pays-Bas, un trésor qui fait trembler les rois. Mais il hérite aussi d'un problème mortel, Louis d'Orléans. Louis est le frère du roi fou Charles VI. Il est jeune, charismatique, ambitieux, et il veut reprendre le contrôle du royaume. Il considère que le pouvoir des Bourguignons a assez duré, que la France doit être gouvernée par la famille royale, pas par un duc étranger. La rivalité entre les deux hommes devient une obsession. Ils se haïssent, publiquement. Ils s'insultent lors des conseils royaux. Ils mobilisent leurs partisans. Ils lèvent des armées. Paris se divise entre Armagnac, les partisans d'Orléans, et Bourguignons, les partisans de Jean. La France glisse vers la guerre civile. Et puis, une nuit d'hiver, tout bascule. 23 novembre 1407. Paris, rue Vieille du Temple. Il fait nuit noire. Louis d'Orléans sort de chez la reine Isabeau de Bavière. On murmure qu'il est son amant. Il est accompagné de 6 serviteurs. Il monte à cheval. Il est détendu, confiant. Soudain, des hommes masqués surgissent de l'ombre. Ils sont une quinzaine, armés de haches et d'épées. Ils se jettent sur le duc. L'un d'eux lui fracasse le crâne d'un coup de hache. Les autres le poignardent. 18 coups de couteau. Le corps s'effondre dans la boue. Les assaillants disparaissent dans la nuit. Le lendemain, Paris se réveille sous le choc. Louis d'Orléans, frère du roi, prince du sang, a été assassiné en pleine rue. C'est un scandale absolu, un crime impardonnable. L'enquête commence immédiatement. Qui a fait ça? Qui a osé tuer un prince royal? Et puis, quelques jours plus tard, Jean sans peur convoque une assemblée publique, devant les grands du royaume, devant les bourgeois de Paris, devant tout le monde. Il fait une déclaration qui glace le sang. C'est moi qui ai fait tuer le duc d'Orléans. Le silence est total. Personne ne s'attendait à ça. Un aveu, public, direct, sans détour. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il explique, il justifie. Louis d'Orléans était un tyran. Il volait l'argent du royaume. Il couchait avec la reine. Il complotait contre le roi. Il fallait l'éliminer pour sauver la France. Pour défendre son acte, Jean fait appel à un théologien réputé, Jean Petit. Devant une foule immense,
Ce théologien prononce un discours de plusieurs heures où il soutient qu'il est légitime, même vertueux, de tuer un tyran pour protéger le royaume. C'est ce qu'on appellera plus tard la justification du tyrannicide. Paris est divisé. Une partie de la population applaudit. Enfin, quelqu'un a eu le courage de faire ce qu'il fallait. L'autre moitié est horrifiée. On ne peut pas assassiner un prince et s'en vanter ensuite. Mais le mal est fait. La famille d'Orléans, les Armagnacs, jurent de venger Louis. La guerre civile éclate et elle va déchirer la France pendant des années. Jean sans peur tente de maintenir son pouvoir. Il contrôle Paris. Il a le soutien de la population qui détestait Louis d'Orléans. Mais il a aussi créé des ennemis mortels, des ennemis qui n'oublieront jamais, des ennemis qui attendent leur moment. Ce moment arrive 10 ans plus tard. 10 septembre 1419, Montereau. Jean sans peur a accepté de rencontrer le dauphin Charles, le fils du roi fou, pour négocier la paix. Les deux camps sont censés déposer les armes, se réconcilier, unir leurs forces contre les Anglais qui envahissent le royaume. Jean arrive sur le pont de Montereau avec quelques hommes. Le dauphin l'attend de l'autre côté. Ils s'avancent l'un vers l'autre, ils se saluent. Et soudain, les hommes du dauphin se jettent sur Jean. Ils le frappent, ils le poignardent, ils lui fendent le crâne d'un coup de hache. Jean sans peur meurt comme il a vécu, dans la violence, dans le sang, dans la trahison. Son fils Philippe a 23 ans. Il est à Gand quand on lui apporte la nouvelle. Son père a été assassiné, tué lors d'une rencontre de paix, sous les yeux du dauphin de France. Philippe ne dit rien. Il reste immobile, le visage fermé. Puis il prononce une phrase qui va sceller le destin de la France. « Je vengerai mon père, et je ne pardonnerai jamais. » On l'appellera Philippe le Bon, mais ce surnom est trompeur. Ce n'est pas un homme bon, c'est un homme brillant, cultivé, calculateur, et il vient de décider que le dauphin Charles ne sera jamais roi de France. Philippe le Bon a 23 ans. Il vient de perdre son père, assassiné sur un pont, lors d'une rencontre qui devait apporter la paix. Et maintenant, il doit faire un choix qui va changer l'histoire de France. Va-t-il venger son père en s'alliant au dauphin Charles, l'héritier légitime du trône, ou va-t-il trahir la France pour détruire l'homme qui a tué Jean sans peur? Philippe choisit la vengeance. En 1420, il signe le traité de Troyes avec les Anglais, un traité inimaginable, un traité qui déshérite le dauphin Charles et reconnaît le roi d'Angleterre Henri V comme héritier du trône de France. Philippe trahit son propre pays. Il s'allie à l'ennemi héréditaire. Il brise 5 siècles de loyauté à la couronne française. Mais pour Philippe, ce n'est pas une trahison, c'est de la justice. Le dauphin a tué son père. Le dauphin ne mérite pas le trône. Et si les Anglais peuvent l'empêcher de régner, alors qu'il en soit ainsi. Les historiens appellent souvent cette décision une erreur, une faute morale. Mais pour comprendre Philippe le Bon, il faut comprendre une chose essentielle. Il ne se considère pas comme un Français. Il se considère comme un Bourguignon. Sa loyauté va à son duché, à son empire, à sa dynastie, pas au royaume de France. Et cette alliance avec l'Angleterre lui permet de faire quelque chose d'extraordinaire. Elle lui donne la liberté de construire son propre État, sans interférence, sans contrôle, sans que personne ne puisse lui dire ce qu'il doit faire. Pendant que la France se déchire entre Anglais, Bourguignons et Armagnacs, Philippe bâtit. Il hérite de nouveaux territoires, le Brabant en 1435, le Limbourg, le Luxembourg. Il achète le Hainaut, il négocie, il marie ses enfants stratégiquement, il tisse des alliances partout en Europe. Et petit à petit, territoire après territoire, mariage après mariage, il construit quelque chose qui n'a jamais existé. Un État bourguignon qui s'étend de la Suisse à la mer du Nord. Un empire qui traverse toute l'Europe occidentale, un ensemble de terres riches, puissantes, unies sous un seul homme. En 1435, Philippe contrôle presque tous les Pays-Bas. Il règne sur 17 provinces.
des millions de sujets, des centaines de villes. Et surtout, il contrôle l'économie européenne, les ports de Bruges et d'Anvers, les manufactures de tissage, les routes commerciales vers l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Les ambassadeurs qui visitent sa cour sont stupéfaits. L'un d'eux, un Italien nommé Antonio de Beatis, écrit dans son journal de voyage « La cour du duc de Bourgogne surpasse celle du roi de France en magnificence, en richesse, en culture. On dirait que c'est lui le véritable roi. » Cette phrase n'est pas une exagération, c'est un constat. Philippe emploie les plus grands artistes de son temps. Jan van Eyck, le peintre qui révolutionne l'art occidental, avec sa technique de la peinture à l'huile. Rogier van der Weyden, dont les portraits et les scènes religieuses bouleversent tous ceux qui les contemplent. Philippe commande des tapisseries d'une richesse inouïe, où chaque fil est tissé avec de l'or véritable. Il fait construire des palais à Bruxelles, à Bruges, à Dijon. Il organise des banquets, où sont servis des plats sculptés comme des œuvres d'art. En 1430, il fonde l'ordre de la Toison d'Or, un ordre de chevalerie destiné à rivaliser avec les plus prestigieux ordres royaux. 24 chevaliers triés sur le volet, les plus puissants seigneurs d'Europe, tous portant le collier d'or avec la toison, de béliers suspendus, tous jurant fidélité au duc de Bourgogne. Le message est clair. Philippe ne se contente plus d'être riche, il veut être reconnu, respecté, admiré. Il veut que le monde entier sache qu'il n'est pas un simple duc, il est l'égal des rois. Et les chiffres le prouvent. En 1450, les revenus annuels de Philippe le Bon atteignent 900 000 livres tournois. Le roi de France Charles VII, celui-là même que Philippe a refusé de reconnaître pendant des années, ne dispose que de 600 000 livres. La Bourgogne est officiellement plus riche que la France, mais l'argent n'est qu'une partie de l'histoire. Philippe a aussi le prestige. Les ambassadeurs viennent d'abord à Bruxelles avant d'aller à Paris. Les artistes veulent travailler pour lui. Les intellectuels cherchent sa protection. Les seigneurs rêvent d'être invités à sa cour. Philippe le Bon est devenu, dans les faits, le prince le plus puissant d'Europe occidentale, plus puissant que le roi de France, plus riche que le duc de Milan, plus influent que le roi d'Angleterre. Il a tout, sauf une seule chose qui lui manque cruellement, et cette absence le ronge chaque jour davantage. Il n'est pas roi, il est duc, un vassal. Sur le papier, il doit toujours allégeance au roi de France et à l'empereur germanique. Son empire n'est qu'un ensemble de territoires disparates, sans unité officielle. Il n'a pas de couronne, pas de royaume reconnu, pas de légitimité royale, et cela le rend fou. Dans ses lettres privées, conservées aux archives de Lille et de Dijon, Philippe confie son obsession. Il veut être roi, roi de Bourgogne, roi d'un royaume indépendant, ni français ni allemand, mais bourguignon, un royaume qui existerait officiellement sur la carte de l'Europe, un royaume qui serait reconnu par le pape, par l'empereur, par tous les souverains. Il commence à négocier, en secret d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Il envoie des ambassadeurs à l'empereur Frédéric III. Il offre de l'argent, beaucoup d'argent. Il promet des alliances militaires. Il fait miroiter les avantages d'avoir un royaume bourguignon, fort entre la France et l'Empire. L'empereur hésite. Il comprend l'intérêt. Un royaume bourguignon servirait de tampon entre les grandes puissances. Il stabiliserait l'Europe. Mais créer un nouveau royaume bouleverserait l'équilibre politique. La France s'y opposerait violemment, les princes allemands aussi. Le pape devrait donner sa bénédiction. Les négociations traînent, des années passent. Philippe vieillit. Il a 60 ans, puis 65, puis 70, et toujours pas de couronne. En 1467, Philippe le Bon meurt à l'âge de 71 ans. Il a régné pendant 48 ans. Il a bâti l'empire le plus riche d'Europe.
Il a fait de la Bourgogne une puissance culturelle, économique, diplomatique, qui rivalise avec les plus grands royaumes. Mais il meurt comme il est né, duc, pas roi. Son rêve, il le lègue à son fils, Charles, un homme qui ne négocie pas, un homme qui ne patiente pas, un homme qui prend ce qu'il veut. Charles le Téméraire. Le nom dit tout. Cet homme ne rêve pas, il ne négocie pas, il exige. Il brûle d'une ambition qui consume tout sur son passage. Dès son avènement en 1467, Charles annonce ses intentions. Il sera roi. Pas dans 10 ans, pas dans 5 ans. Maintenant. Il ne va pas attendre que l'empereur daigne lui offrir une couronne. Il va la prendre. Son plan est simple mais d'une audace folle. Il va relier ses territoires du nord, les Flandres et les Pays-Bas, à ceux du sud, la Bourgogne, en conquérant tout ce qui se trouve entre les deux. La Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté. Il va créer un corridor territorial continu du nord au sud et proclamer son royaume. Pour cela, il a besoin d'une armée. La plus grande armée que la Bourgogne ait jamais connue. Et Charles a l'argent pour la lever. Il recrute des mercenaires suisses, des chevaliers bourguignons, des archers anglais, des artilleurs italiens. Il achète des canons, des centaines de canons, les plus modernes d'Europe. Il fait fondre des bombardes capables de détruire n'importe quelle muraille. En 1473, il lance sa campagne. Il envahit la Lorraine. Il assiège les villes. Il brûle les villages qui résistent. Il avance comme une tempête. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Charles a un ennemi qu'il a gravement sous-estimé. Un homme qui ne porte pas d'armure, qui ne mène pas d'armée au combat, mais qui est peut-être le plus dangereux adversaire qu'il ait jamais affronté. Louis XI, roi de France, surnommé l'Araignée. Louis XI ne ressemble à aucun roi. Il ne porte pas de vêtements somptueux. Il ne vit pas dans le luxe. Il ne cherche pas la gloire militaire. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir véritable. Celui qui se tisse dans l'ombre par la diplomatie, par la ruse, par la manipulation. Et Louis XI comprend parfaitement ce qui se passe. Si Charles le Téméraire réussit à créer son royaume, la France sera encerclée. À l'ouest, l'océan. À l'est, le royaume de Bourgogne. Au nord, les Anglais. Au sud, les royaumes ibériques. La France sera étouffée, prisonnière. Louis ne peut pas laisser cela arriver. Mais il ne peut pas non plus affronter Charles militairement. L'armée bourguignonne est trop puissante. Alors Louis fait ce qu'il fait le mieux. Il tisse sa toile. Il envoie des ambassadeurs partout en Europe. Il convainc l'empereur que Charles est dangereux. Il soudoie les princes lorrains. Il finance secrètement les villes suisses qui résistent aux Bourguignons. Il murmure, il intrigue, il corrompt. Petit à petit, il isole Charles. Il transforme chaque allié potentiel en ennemi. Charles ne voit rien. Il est trop concentré sur ses conquêtes. Il enchaîne les sièges. En 1474, il prend plusieurs villes lorraines. En 1475, il assiège Neuss, en Rhénanie. Mais le siège traîne. Des mois passent. L'armée bourguignonne s'épuise. Et pendant ce temps, Louis XI continue de tisser sa toile. Il convainc les Suisses d'attaquer les territoires bourguignons. Il soutient le duc de Lorraine-René II, qui veut reconquérir ses terres. Il promet de l'or, des armes, des alliances à tous ceux qui s'opposent à Charles. En 1476, Charles doit lever le siège de Neuss. C'est un échec cuisant, mais il refuse de reculer. Il se retourne vers la Lorraine. Il veut reprendre Nancy, la capitale, que les Lorrains ont reconquise pendant son absence. Novembre 1476. Charles arrive devant Nancy avec son armée. Il fait installer son campement. Il ordonne le siège. Mais l'hiver arrive. Un hiver terrible. La neige tombe sans arrêt. Les températures chutent. Les soldats grelottent sous leurs tentes. La nourriture manque. Les maladies se répandent. Les conseillers de Charles le supplient de lever le siège. Il faut attendre le printemps. Il faut laisser les hommes se reposer. Mais Charles refuse. Reculer, ce serait admettre la défaite. Et Charles ne recule jamais. Les semaines passent.
Décembre, janvier, l'armée bourguignonne fond comme neige au soleil. Des milliers de soldats désertent. D'autres meurent de froid ou de maladie. Le campement devient un cimetière. Et puis, le 5 janvier 1477, l'armée lorraine arrive, renforcée par des mercenaires suisses. Des milliers d'hommes frais, bien nourris, bien armés. Ils tombent sur le campement bourguignon comme la foudre. La bataille est brève, brutale. L'armée de Charles, affaiblie, gelée, affamée, ne peut pas résister. Les Bourguignons sont massacrés. Certains tentent de fuir, d'autres se rendent. Beaucoup meurent dans la neige. Charles lui-même se jette dans la mêlée. Il refuse de fuir, il refuse de se rendre. Il charge, l'épée à la main. Et puis, dans la confusion, dans le chaos, il disparaît. Personne ne le voit tomber. Personne ne sait ce qui lui arrive. Pendant 2 jours, on le cherche. On fouille le champ de bataille. On retourne les cadavres. Rien. Et puis, le 7 janvier, un page le retrouve. Le corps est à moitié enfoui dans la neige, près d'un étang gelé. Le visage est déchiqueté. La tête est fendue d'un coup de hallebarde. Les loups ont dévoré une partie du corps. Il est nu, dépouillé de tout. On ne peut l'identifier que grâce à une cicatrice qu'il portait depuis l'enfance et aux ongles longs qu'il avait l'habitude de garder. Charles le Téméraire, le duc le plus puissant d'Europe, l'homme qui voulait être roi. Il meurt dans la boue et la neige, dévoré par les loups, méconnaissable. L'empire qu'il a hérité de son père, cet empire qui a mis 100 ans à se construire, qui faisait trembler les rois, qui rivalisait avec les plus grands royaumes, cet empire va s'effondrer en quelques semaines, parce que Charles n'a pas de fils. Il n'a qu'une fille, Marie. Elle a 20 ans. Et, maintenant, elle est seule face aux vautours qui se rassemblent déjà pour dépecer l'héritage bourguignon. Marie de Bourgogne a 20 ans. Elle vient de perdre son père sur un champ de bataille glacé. Et maintenant, elle hérite d'un empire en train de s'effondrer. Partout, les ennemis se lèvent. Au sud, Louis XI, l'araignée, celui qui a passé des années à détruire son père, mobilise ses armées. Il ne va pas laisser passer cette occasion. Au nord, les villes flamandes, qui ont toujours détesté l'autorité centralisée des ducs, se révoltent. Elles veulent leurs anciens privilèges, leur autonomie. Elles ne veulent plus obéir à personne. Marie est seule. Elle n'a pas d'armée. Elle n'a pas d'alliés solides. Elle n'a que son nom et l'héritage chancelant de 4 générations de ducs. Louis XI frappe le premier. En février 1477, un mois seulement après la mort de Charles le Téméraire, les armées françaises envahissent la Bourgogne. Elles prennent Dijon, Beaune, Auxerre. Les villes tombent les unes après les autres. Les garnisons bourguignonnes, privées de chefs, démoralisées, se rendent sans combattre. Louis ne veut pas négocier, il ne veut pas discuter. Il annexe, purement et simplement, la Bourgogne, le duché d'origine, la terre où tout a commencé en 1363, retourne à la couronne de France. Après 114 ans d'indépendance, la Bourgogne redevient française. Marie tente de résister. Elle se réfugie dans les Flandres. Elle convoque les états généraux de ces territoires du Nord. Elle supplie les villes de l'aider. Mais les villes marchandent. Elles veulent des concessions. Elles veulent que Marie signe un document qui leur redonne tous leurs privilèges perdus, qu'elle leur accorde le droit de lever leurs propres impôts, de juger leurs propres affaires, de se gouverner elle-même. Marie n'a pas le choix. Elle signe. Le 11 février 1477, elle accorde le grand privilège aux villes flamandes, un document qui détruit tout ce que son père et son grand-père ont construit, tout le pouvoir centralisé, toute l'autorité ducale, tout s'effondre. Mais ce n'est pas suffisant. Marie a besoin d'un protecteur, d'un mari puissant, quelqu'un qui peut lever une armée, qui peut tenir tête à Louis XI, quelqu'un qui peut sauver ce qui reste de l'Empire bourguignon. Elle épouse Maximilien de Habsbourg, fils de l'empereur germanique. Le mariage est célébré en août 1477 à Gand. C'est un mariage politique.
une alliance de survie. Mais c'est aussi la fin de la Bourgogne indépendante. Parce que désormais, les territoires du Nord, les Flandres, le Brabant, les Pays-Bas ne sont plus bourguignons. Ils deviennent habsbourgeois. Ils entrent dans l'orbite de l'Empire germanique. Ils ne retourneront jamais à la France. Et c'est ainsi que l'Empire bourguignon se brise en deux. Le Sud, la Bourgogne elle-même, retourne à la France. Le Nord, les Flandres et les Pays-Bas passent aux Habsbourg. L'État que Philippe le Hardi a commencé à construire en 1369, que Philippe le Bon a porté à son apogée, que Charles le Téméraire a voulu transformer en royaume, cet État disparaît de la carte. Marie de Bourgogne meurt 5 ans plus tard, en 1482, à l'âge de 25 ans. Elle tombe de cheval lors d'une partie de chasse. Elle était la dernière des ducs de Bourgogne. Après elle, il n'y a plus de Bourgogne. Il n'y a que des héritages dispersés, des territoires éclatés, des souvenirs d'un empire qui a brillé pendant un siècle et qui s'est effondré en 5 ans. Aujourd'hui, quand vous marchez dans les rues de Dijon, vous voyez encore le palais des ducs. Quand vous visitez Bruges, vous admirez les œuvres de Jan van Eyck dans les musées. Quand vous traversez Bruxelles, vous passez devant les bâtiments que Philippe le Bon a fait construire. Partout, les traces de cette grandeur subsistent. Mais on a oublié. On a oublié que pendant 100 ans, ces hommes ont rivalisé avec les rois, qu'ils ont bâti un empire plus riche que la France, qu'ils ont fait de leur terre le centre culturel de l'Europe, qu'ils ont employé les plus grands artistes, les meilleurs architectes, les esprits les plus brillants. On se souvient de Louis XIV et de Versailles. On se souvient de Napoléon et de son empire. Mais qui se souvient de Philippe le Bon et de sa cour de Bruxelles, qui éblouissait l'Europe 2 siècles avant le roi Soleil. Les ducs de Bourgogne ont prouvé quelque chose d'extraordinaire. Ils ont montré qu'on pouvait être plus puissant qu'un roi sans porter de couronne, qu'on pouvait bâtir un empire sans conquérir par la guerre, qu'on pouvait dominer l'Europe par l'argent, la diplomatie, la culture. Mais ils ont aussi appris une leçon terrible, une leçon que tous les empires finissent par apprendre. L'ambition a des limites, et ces limites sont fixées par ceux qui portent la couronne. Philippe le Hardi voulait le pouvoir, il l'a obtenu. Jean sans peur voulait la vengeance, il l'a eue. Philippe le Bon voulait la reconnaissance, il l'a reçue. Mais Charles le Téméraire voulait le titre, il voulait être roi. Et c'est cette ambition qui a tout détruit, parce qu'il existe des lignes qu'on ne peut pas franchir, des titres qu'on ne peut pas s'approprier, des couronnes qu'on ne peut pas porter sans déclencher la fureur de tous ceux qui ont quelque chose à perdre. Les ducs de Bourgogne ont défié l'ordre du monde. Pendant 100 ans, ils ont réussi, ils ont construit l'impossible. Mais au final, l'ordre s'est rétabli. Les rois sont restés rois, les ducs sont redevenus ducs, et l'empire qui faisait trembler l'Europe s'est évanoui comme un rêve au matin. Leur histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. La grandeur n'a pas besoin de couronne, mais la couronne, elle, ne tolère aucun rival. Les ducs de Bourgogne ont créé un empire plus riche que le roi lui-même, mais ils n'ont jamais pu devenir rois. Et c'est cette frustration, cette ambition impossible qui a causé leur perte. Leur héritage n'est pas dans un royaume qui aurait survécu. Il est dans les œuvres d'art qu'ils ont commandées, dans les villes qu'ils ont enrichies, dans l'histoire qu'ils ont écrite. Et dans cette leçon intemporelle, on peut tout avoir, sauf ce qui appartient à ceux qui portent la couronne.